Bonjour, à votre service s'intéresse ce matin aux examens en préparation, le brevet de l'enseignement moyen et le baccalauréat. Vous êtes invité à participer à l'émission au 021 48 15 15. À votre service jusqu'à 11h, présenté par Linda Bouadma et réalisé par Lamia Mahfouf. Pour nous accompagner ce matin à la technique Morad et à la régie d'antenne Hossein. Salah Haddin accompagne Morad à la barre technique ce matin. Les plus petits l'ont passé, cet examen de fin d'année reste les plus grands. Deux dates, le 15 juin pour le brevet d'enseignement moyen et le 20 pour le baccalauréat. Cette année encore, l'enseignement et les examens se déroulent dans une situation exceptionnelle en raison du Covid, d'autant que nous assistons à une hausse des contaminations. Tout un dispositif est prévu pour sécuriser les candidats et tout l'encadrement. Pour en parler, nous recevons ce matin Moussa Abbès, inspecteur central au ministère de l'Éducation nationale, et Samia Bouadna, conseillère en relations scolaires. Nous parlerons avec nos invités aussi des mesures prises pour éviter les fuites et la triche, ainsi que les répercussions du caractère exceptionnel de l'enseignement sur l'élaboration des sujets d'examen. Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, monsieur, dame, pas de risque de contamination pour le déroulement de ces examens, même si le risque zéro n'existe pas? Bonjour madame, bonjour chers auditeurs. Effectivement, on est entré deuxième année d'année exceptionnelle liée à la pandémie à travers le monde. Il y a, malgré le fait que notre pays ne soit pas touché au même titre que beaucoup de pays dans le monde par rapport à la maladie, il reste que des mesures de prudence et des recommandations sanitaires sont émises et sont prévues et seront respectées, Inch'Allah, sur le terrain à l'occasion de ces examens. Alors, distanciation, c'est-à-dire mais d'habitude, de toutes les manières, les élèves la répartition des élèves est assez espacée et c'est davantage encore avec le Covid, avec la Covid. Des recommandations ont été données aux chefs de centre d'examen pour veiller au respect de certaines mesures. Je pense que le système actuellement est rodé par rapport à ça parce qu'on avait déjà passé un examen, on avait effectué une rentrée scolaire, une période de scolarisation qui s'est déroulée dans globalement de très très bonnes conditions. L'encadrement du ministère de l'Éducation est assez rodé au dispositif. Il reste que des instructions et des circulaires ont été émises très récemment pour rappeler ces dispositions. Ce sont des recommandations qui ont eu l'aval et l'agrément du comité scientifique sous l'égide du ministère de la Santé. On peut les rappeler, principale mesure, donc le port du masque. Il ne faut pas que la situation qui est assez gérable pour le moment ne donne pas l'impression que le virus a complètement disparu. Donc nécessité de garder le masque. Nécessité de le garder, est-ce qu'on va obliger les élèves? On va obliger effectivement à avoir le masque pendant l'encadrement, que ce soit professeur, surveillant, tout l'environnement du site d'examen. Tous les personnels sont tenus de garder le masque, de respecter la distanciation. Il y aura du flacon, des gels disponibles à tous les endroits. De l'eau et du savon. Du savon, de l'eau, effectivement. Du nettoyage et de désinfection des locaux à chaque période. Et l'aération des salles aussi. Qui doit permettre donc une oxygénation correcte des salles de classe. Qui est chargé de veiller au contrôle de l'application de toutes ces mesures ? C'est les services de sécurité ou alors c'est des corps, c'est des inspecteurs de l'éducation nationale pour rappeler à chaque fois, parce que les élèves ont tendance à enlever le masque, d'autant qu'il fait chaud, et puis il y a suffisamment de distance entre les élèves. Est-ce qu'on va leur permettre, par exemple, de descendre le masque ?
Alors, le responsable principal du respect de ces mesures, c'est bien entendu le responsable du centre d'examen. Ça peut être le chef d'établissement lui-même, ça peut être un autre responsable qui a été affecté à l'occasion de l'examen. Donc, le responsable du centre d'examen est responsable avec l'encadrement administratif et pédagogique de l'application stricte de toutes ces mesures. Nous avons des différentes stations à partir de l'accueil des candidats, à l'arrivée des candidats donc dans un espace où ça permet de ne pas trop créer d'embouteillage et de concentration sur les lieux. Nous avons une station contrôle de température dès l'abord de l'examen. Et ensuite une station de fouille et dépôt des affaires personnelles qui ne sont pas autorisées à l'occasion de l'examen. Et dernière phase, c'est celle de l'identification de la salle de classe où l'élève doit aller directement avec des itinéraires qui permettent de ne pas faire croiser les élèves. Se rencontrer dans les couloirs. Beaucoup de ces mesures existaient déjà, le contrôle de l'identité, donc tout à fait, oui. Ce qu'il y a de supplémentaire, c'est ce contrôle sanitaire, c'est-à-dire la prise de température à l'entrée et veiller à ce qu'il y ait distanciation et port du masque. Tout à fait. Et vous avez réuni les centres de... Il y a eu des briefings, il y a eu des rencontres avec les responsables des centres pour que justement ces mesures soient respectées? Ah oui, c'est très important parce que les examens ne se préparent pas du jour au lendemain, ils se préparent des mois à l'avance et des réunions à tous les échelons ont eu lieu durant la période de préparation, durant toute l'année. Et les dernières réunions sont les réunions qui sont tenues avec l'encadrement du site d'examen où le chef de centre explique à tout le monde quels sont il rappelle aussi l'obligation de respecter les mesures, il rappelle les mesures opératoires précises qu'il faut, il répartit les tâches entre les différents encadrements pour que tout le monde soit conscient et connaisse très bien ses missions. Et dans le cas où l'élève enlève le masque, ce sont des choses qui arrivent très souvent. On ne peut pas contrôler des jeunes adolescents, on ne peut pas les obliger à avoir le masque tout le temps, ça arrive. Et puis on voit là, aux abords des écoles, il y a foule, les élèves jouent, ce n'est pas du tout évident d'imposer une telle discipline. Il s'agit surtout de sensibiliser les candidats au fait que le masque les protège eux-mêmes d'abord avant toute autre chose. Disons le staff d'encadrement a surtout un rôle pédagogique. Il doit expliquer, il doit sensibiliser, il doit rappeler et aussi être vigilant. Lorsque le staff lui-même respecte les mesures aussi. Il est obligé de les respecter. Les parents aussi ont un rôle à jouer pour sensibiliser leurs enfants au fait que c'est une période d'examen où on a quand même beaucoup de candidats qui sont à même lieu et à même heure dans un endroit. Pas plus que pendant l'année. Chacun respecte les mesures. Pas plus que pendant l'année, Monsieur Abbès, non, ou voire moins que pendant l'année. Est-ce que c'est propre aux écoles? C'est vrai que peut-être que même dans la rue, on constate une certaine baisse de vigilance par rapport parce qu'on a toujours tendance à penser que comme le pays n'est pas vraiment impacté de manière dramatique comme le sont d'autres pays comme l'Inde ou les pays européens à un certain moment ou les pays de l'Amérique du Sud. Donc les gens ont tendance à penser que finalement c'est pas grave, on est à l'abri, tout ça. Il faut rappeler tout le temps, interpeller les gens et leur dire ce qu'ils doivent faire. Madame Bouadna, Samia Bouadna, alors vous avez eu des rencontres avec l'encadrement. Comment les enseignants reçouvent ces instructions? Tout d'abord, nous, les conseillers d'orientation, on a fait déjà pendant la rentrée scolaire des séances pour sensibiliser l'élève, dans les classes, dans les cours, dans des récréations, de ne pas enlever les masques, de respecter les mesures sanitaires, de respecter la distanciation sociale, ne pas prendre ne pas prendre de risques et ne pas prendre cette maladie à la légère parce qu'ils peuvent contaminer
c'est des enfants et des adolescents, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Donc, mais il y a un risque de transmission. De transmission aux parents, aux grands-parents. Donc, on a fait le travail pendant toute une année de sensibiliser ces enfants-là, de ne pas être porteur, en tout cas de ne pas prendre de risques. De risques pour leur famille. Pour l'entourage. Alors, nous allons essayer de voir maintenant avec le reportage de Tahar Lefgoum ce que certains étudiants et certains parents pensent de ce dispositif qui a été mis en place et des autres dispositifs pour les autres volets sécurité et pédagogie. Bonjour jeune homme. Bonjour. Vous êtes en quelle classe? Je suis en terminale, exactement. Je suis en préparation du bac. Et qu'espérez-vous par rapport à ces examens alors qu'on sait que l'année scolaire a été perturbée un tout petit peu par la Covid-19? Alors, comme vous savez sûrement, l'année a commencé de façon très tardive déjà. Et puis avec des conditions quand même assez serrées. On n'étudie pas avec les horaires normales. On a eu une année raccourcie. Donc on espère quand même au minimum avoir le respect de ces règles sanitaires durant les épreuves et aussi une diminution du volume par rapport aux cours. Si on pouvait se focaliser sur moins de cours, ça nous aiderait plus et sûrement le résultat serait meilleur. Oui, pour la plupart des matières on a terminé, mais il y a des matières bien sûr où on n'arrive pas à terminer à cause du manque de temps. Soit on va avoir l'annonce d'une restriction au niveau des cours, soit on sera obligé de les étudier tout seul. On espère qu'il sera vraiment respecté, le protocole sera vraiment respecté. Pourquoi ? Parce que déjà de notre point de vue d'élèves et surtout d'adolescents, nous espérons quand même que cette pandémie se termine, que ce soit au niveau des études, parce que en empathie, c'est plus difficile pour nous de suivre des cours comme ça. Souvent, pour certains, on termine pas, pour certains, on n'arrive pas au bout de ce qu'on voulait. Et d'une autre part, on espère que cette pandémie disparaîtra aussi pour retrouver certaines libertés. Les étudiants تاعنا باش يكونوا او موان يقدروا يديروا لاني تاعهم يجوزوها مليح ويكون لو ريزولطا تاعهم والتعب تاع والديهم ما يروحش هكذاك. الى ايتي بيرتوربي العام هذا لا شارج بزاف عليهم الروندمون تاعهم ان شاء الله يكون مليح في الفان. لازم ريسبكتي لو بروتوكول سانيتير. لما ريسبكتيوش راح نوليو للزيرو. راح نوليو الحكايه القديمه بدات تنقص. حنا ماذا بينا دوك الوعي تاع لي زيلاف والوعي تاع الناس اللي راهم المؤسسه التربويه وذاك اوتوماتيك ولات حاجه اوتوماتيك. دوك ما كان نزيدو نهضروا لازم يريسبكتيو البروتوكول سانيتير والكوفيد والدنيا سي كيلكو شوز دوتوماتيك. دوك لازم نافونسيو الحاجه لقدام ما نوليوش المارش اريان. عندي بنتي تعبت بزاف الباك وجارتي كيف تقول لك يقولوا بربي ان شاء الله ينقصوا لنا ويعطونا حاجه خفيفه. Mais je pense pas qu'ils vont alléger parce que bon déjà c'est pas une solution. Quand on allège, ça veut dire qu'il n'y aura pas un examen à un niveau élevé. Mais ils vont créer d'autres problèmes. On va avoir des élèves, des universitaires qui n'auront pas le niveau escompté. Alors, concernant le volet pédagogique, les élèves et les parents aussi nous expliquent que le programme n'a pas été étudié dans sa globalité et que beaucoup espèrent quand même un allègement en ce qui concerne les examens, mais en même temps, on craint une baisse de niveau. Alors, quelle est la solution que le ministère a trouvée ? Alors, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a donné des instructions pour que les sujets n'abordent et ne contiennent que les cours effectivement réalisés en classe et en présentiel avec les élèves. En présentiel. En présentiel avec les élèves. Ça, c'est très important. Il a tenu à ce que ça soit bien compris par toutes les équipes qui sont chargées d'élaborer les sujets, de les relire ensuite avant l'impression, de les vérifier. Les cours dispensés en présentiel ont fait l'objet de plusieurs plans d'apprentissage au début de l'année, puis en cours de l'année, pour les adapter à chaque fois au volume horaire disponible pour l'enseignement. Ça a été difficile, j'imagine. Ça a été difficile, mais c'est fait par des professionnels, des enseignants
eux-mêmes qui ont participé à l'opération, des inspecteurs de la pédagogie qui connaissent très très bien les programmes, qui connaissent les apprentissages fondamentaux qui doivent être dispensés et qui ont à chaque fois adapté en fonction de, comme je l'ai dit, du volume horaire disponible pour l'enseignement. Le ministère a réussi à suivre un peu l'évolution des cours dispensés, c'est-à-dire il sait très précisément là où le programme n'est pas allé à son bout, ou alors quelle est la proportion du programme étudié. Vous avez une connaissance fine de cela, monsieur Abbas? D'abord, il y a une anticipation de ces plans, c'est-à-dire une projection des plans en fonction d'un calendrier bien précis, bien identifié, en fonction du volume horaire disponible pour les classes, en fonction des matières, des disciplines, en fonction aussi de la durée de la séance aussi. Mais ces plans ont fait l'objet aussi, ont été accompagnés d'un guide d'application qui permet à l'enseignant de bien maîtriser tous les enjeux liés aux notions à étudier et aux activités à faire. Vous dites, est-ce que on a identifié avec précision les enseignements qui ont été faits? Oui, effectivement. On fait le point au bout de chaque période des apprentissages qui ont été effectivement faits. Et ces apprentissages sont déclarés d'abord par les enseignants eux-mêmes, c'est-à-dire on les interroge plus spécifiquement sur quels cours ils ont dispensé, par les inspecteurs qui sont chargés de contrôler aussi l'exécution des programmes, par les directeurs eux-mêmes, parce qu'ils ont des moyens de vérifier que les enseignants ont fait effectivement ces cours, par exemple par le truchement du cahier de texte, par les évaluations périodiques qui ont été faites aussi, qui ont été vérifiées, qui ont fait l'objet d'une attention particulière par les instances de suivi pour savoir exactement quels cours ont été dispensés, ont été évalués. Et ainsi. Donc le dispositif il est assez clair, assez précis, de façon à éviter tout aléa à ce niveau-là. Maintenant, il y a une dernière précaution que je voudrais ajouter. Les équipes chargées de l'impression du sujet, elles sont en quarantaine depuis déjà bien avant les examens. Avant l'impression du sujet, il est vérifié. L'Office national des concours et examens a été pourvu des plans réalisés et qui permet aux inspecteurs et aux enseignants qui sont en quarantaine de bien vérifier les preuves avant de l'imprimer que les contenus ont été effectivement abordés. Donc toutes les précautions à ce niveau-là ont été prises pour que les candidats n'aient pas à répondre à des questions qui n'ont pas été abordées en classe. Madame Samia Bouadna, alors il y a eu souvent des erreurs dans les sujets d'examen. Est-ce qu'on a pris toutes les précautions aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de coquilles ou d'erreurs notables? Oui. Est-ce qu'on a une garantie aujourd'hui que les sujets ne vont pas contenir d'erreurs? Espérons que ça va bien se passer parce que je pense que tout a été planifié et étudié avant pour préparer un sujet d'examen par des spécialistes. Je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. On a eu des garanties comme ça par le passé, mais on s'est retrouvé avec de belles coquilles quelquefois. Si vous permettez, je pense que dans toutes les activités humaines, on aura beau prendre des garanties, il y a toujours possibilité de faire une erreur. L'erreur est humaine. Mais en tout cas, sur le plan de la conception, le dispositif prévoit toutes sortes de garanties d'assurance pour qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur. Parce que, comme je vous l'ai dit, les équipes pédagogiques qui sont chargées de contrôler les épreuves sont en isolement total et en pleine concentration dans les sites de l'Office national et elles peuvent lire et relire le sujet et faire en sorte que c'est les instructions qu'elles ont reçues et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart trop grave qui puisse nuire. Mais en tout cas, même s'il y a erreur, il y a toujours possibilité de rattraper au niveau de la
la correction, d'adapter Des le barèmes. corrigé en fonction de ce qui a été constaté, parce qu'il y a effectivement une évaluation instantanée de l'épreuve. Dès qu'elle apparaît dans les sites d'examen, il y a une commission d'évaluation qui se réunit au sein du ministère, chargée, composée des inspecteurs et des enseignants, pour vérifier que l'épreuve ne contient pas d'erreurs graves qui puissent nuire à la passation de l'examen. Alors, on est souvent curieux par rapport à ce groupe de pédagogues qui est en quarantaine pour élaborer les examens. Ils y sont depuis quand pour élaborer les sujets d'examen? Je veux dire, on ne peut pas imaginer que des personnes sont carrément isolées du monde extérieur, comment ils doivent vivre, comment ils travaillent et qu'est-ce que ça fait de... Est-ce que vous avez vécu ces expériences? Peut-être vous, Monsieur Abbès? Et pourtant, ça se fait. Hein. C'est difficile, mais ça se fait. Nous avons, à la veille de chaque rendez-vous examen, une semaine avant, on effectue les tests d'abord de Covid pour être sûr que disons que les équipes pédagogiques qui vont aller en quarantaine ne sont pas contaminées. Et puis, elles rentrent en complet isolement. Elles ne peuvent pas communiquer vers l'extérieur, dans les sites de l'Office national. Nous avons un site à Alger, à Batna, à Saïda. Nous avons des sites partout avec dans des toutes conditions. Les wilayas, vous voulez dire? Pas dans toutes les wilayas, non. C'est des sites, c'est des offices régionaux. Vous avez vécu vous-même cette expérience? Oui. Eh bien, vous pouvez nous en parler, justement. Je suis en train de vous en parler. Oui. Alors, donc, vous êtes dans un centre. Et je vous dis que en fonction de l'examen, par exemple, pour l'examen du bac, il reste plus longtemps que pour l'examen du BEM. C'était l'examen du BEM ou Oui, du BEM. Du BEM. Donc, écoutez, on choisit d'abord, il y a une sélection déjà pour les personnes qui vont aller dans ce genre d'endroit, à ce genre d'occasion. D'abord, les inspecteurs et les enseignants sont volontaires, sont sélectionnés selon des critères bien précis sur d'abord leurs compétences professionnelles, leur sérieux et engagement. Ensuite, surtout sur leur disposition, disons, morale, à vivre en isolement, à ne pas provoquer, disons, de conflits. De conflits, qui ne souffrent pas de claustrophobie, Nous avons des équipes pédagogiques qui rentrent en quarantaine et nous avons aussi des demandes pour y aller. Ça veut dire que des personnes qui ont vécu ça et qui veulent revivre ça veut dire que ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des salles de cours, il y a des lieux où dormir, on travaille 24 heures sur 24. Comment on vit dans ce centre d'isolement? On vit en complète autarcie, avec bien sûr d'abord une installation confortable, déjà dans des chambres, et puis ni téléphone, ni ordinateur, ni quoi que ce soit qui permette de contacter l'extérieur. Isolement total. Il y a des efforts qui sont faits au niveau du confort déjà de l'hébergement, au niveau de la restauration, mais les équipes sont mobilisées effectivement H24 pour permettre une impression du sujet qui permette d'être dans les délais et partout au niveau national. Vous imaginez un peu le défi d'imprimer des millions d'épreuves et pour que ça soit prêt effectivement dans toutes les wilayas, dans chaque établissement à travers le territoire national. Donc c'est un défi considérable. Il y a un stress permanent. Le ministère a, un stress permanent, que le ministère effectue de la manière... vous savez que l'Office national maintenant, il est rodé pour ce genre d'examen. Nous avons un dispositif d'examen qui est peut-être parmi les plus sophistiqués au monde, avec vraiment un réglage et minutage très précis. Et les équipes, j'en profite pour les remercier, les équipes, l'encadrement de l'ONEC et les employés de l'ONEC, je les remercie pour leur parfait dévouement pour l'opération, parce qu'eux-mêmes, ils sont impactés par l'isolement, par tout ce qu'on dit. Il n'y a pas que les enseignants et les inspecteurs, il y a aussi les personnels de l'ONEC qui sont complètement dévoués à cette tâche et qui
qui, pour eux, cela représente un défi personnel de faire réussir l'opération à travers le territoire national. Et après, comment on vit quand on est à l'intérieur? Est-ce qu'il y a, vous-même, puisque vous avez eu cette expérience, il y a quand même quelquefois des conflits qui naissent ou des débats houleux, on va dire, sur le choix des questions, il y a des débats parmi l'équipe? Ce qui se passe, c'est que l'Office national dispose d'une banque de sujets. Ça ne veut pas dire que le sujet qui va être tiré cette année, il a été élaboré fait cette année. Très bien. Oui. Donc les sujets sont élaborés et il y a tout au long de l'année des commissions qui se réunissent, disons, sur 4 sessions. Ça peut aller jusqu'à même 5 sessions de concertation de sujets. Ils conçoivent des sujets, 1, 2, 3 sujets. Ils les déposent dans la banque une fois validés par toute l'équipe pédagogique, enseignants et inspecteurs. Ensuite, ils sont versés dans la banque des sujets. Donc, le jour de l'examen, on va procéder à un tirage au sort du sujet. Maintenant, lorsque le sujet est tiré, il y a une vérification. Comme cette année, par exemple, a été exceptionnelle, bien sûr, dans la conception de sujet, des consignes ont été données pour durant l'année, pour centrer sur les apprentissages fondamentaux. Donc, l'équipe qui est chargée de vérifier et de relire le sujet, elle va donc éplucher le sujet et vérifier constamment que elle va comparer par rapport à la situation déclarée des cours faits en présentiel. Est-ce que les questions sont adéquates, correspondent aux contenus qui ont été effectivement réalisés? S'il y a une question, par exemple, qui n'a pas fait l'objet de cours en présentiel, elle a l'autorité pour la supprimer, d'accord? Et elle consigne dans un rapport écrit. Elle va expliquer pourquoi est-ce qu'elle a fait telle modification sur le sujet. Elle donne ses motivations et puis voilà. Donc, sa responsabilité est engagée à partir de là. C'est assez administratif comme... C'est pédagogique et administratif. D'abord, il y a un volet fortement pédagogique parce que ce sont des spécialistes de la matière qui se penchent sur chaque sujet. Et puis, il y a un volet administratif, il y a des précautions administratives. C'est-à-dire que quand on fait des choix sur un sujet qui a été conçu dans des commissions officielles, il faudrait motiver ces choix et signer le procès verbal, comme quoi j'endosse et j'assume ce qui a été constaté. Alors, pour le moment, pour cette année, les inspecteurs ou les pédagogues sont en quarantaine pour le moment. Ils ont commencé quand? Ils ont commencé vers une semaine avant, le 6, je crois. Le 6 juin, vers le 6 juin. Et ils sortent quel jour? La veille de l'école? Non, pas le 6 juin. Alors, si je regarde mon calendrier, ça doit être. Il leur faut combien de jours? Il leur faut 3 semaines, 2 semaines? Oui, non, il leur faut, en tout cas, jusqu'au passage du bac, une semaine après l'épreuve du bac. Il reste une semaine après. Jusqu'au 24. 24, le bac 24, commence le 20. 25, oui. Pourquoi il reste au-delà de la... Parce qu'il faut que la matière soit déjà très bien, à chaque fois que... Ils ne peuvent pas sortir avant que leur matière... Voilà. Donc ils sortent par groupe, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est... On va terminer avec ça, mais on profite de votre présence, Monsieur Abbès, puisque nous avons quelqu'un qui a vécu cette expérience que je trouve formidable. Est-ce que c'est plaisant vous-même? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez redemandé? Ou alors c'est une expérience que vous avez vécue de manière difficile? Alors, c'est pas mon expérience personnelle qui va beaucoup importer, mais c'est surtout l'écho qui en est fait à travers tous les inspecteurs, les enseignants qui ont vécu cette expérience. C'est une expérience humaine très, très enrichissante et tout le monde s'accorde à le dire. Et surtout que les conditions pécuniaires pour ce genre d'opération ont été reconsidérées et bonifiées. Donc, nous ne manquons pas de volontaires, en tout cas, pour ce genre d'opération. Pour ce genre d'opération. C'était plaisant? C'était agréable pour vous? Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui vous disent j'y vais parce que j'ai envie de couper, avec la réalité quotidienne, avec la routine quotidienne. Peut-être ça peut vous étonner, mais on peut trouver plus de sérénité dans l'isolement pendant cette période que peut-être que par rapport à une période qu'on vit de stress chez soi ou avec ses relations familiales ou environnementales. C'est une sorte de khalwa, quoi. Ouais.
Tout à fait. Merci de votre témoignage. Alors nous allons écouter une chanson avant de poursuivre le débat sur la préparation des examens de cette année. Port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. دات الموجة وتكسلت جازت حدانا وبردها قاسح ما فهمناها كيف تولد هاجت علينا وهواها قادح دات الموجة وتكسلت جازت حدانا وبردها قاسح ما فهمناها كيف تولد هاجت علينا وهواها يخوف مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل Mademoiselle Algérie, Vagina ton soleil. Mademoiselle Algérie, Vagina ton soleil. عايش في الوهام هز في قلبه ما زالوا نية وكاين اللي يداتو ليام تبع الفاني ونسى التربية كاين اللي شاف روحه قوام قال غير خلي نزيد نبعد شوية وهادي ليلة هدا يوم فاتو هوام بحر النفاق ما لاقي ضيق مادموزيل الجيري فاجينا بطون سوليل مادموزيل الجيري فاجينا بطون سوليل Mademoiselle Algérie, Vagina ton soleil. Mademoiselle Algérie, Vagina ton soleil. Au vieux port d'Alger, je médite, je m'inspire, je bousille les mots aussi, moi qui ne sais pas lire. 021 48 15 15, nous parlons ce matin à votre service de l'évaluation, parce qu'on en parlait là, des examens et des examens de fin d'année. Donc il reste 2 examens, le bac et le BEM. Alors nous avons vu un peu comment on a mis en place un dispositif sanitaire, comment on prépare les sujets d'examen. Donc les sujets d'examen servent à
à évaluer le niveau des élèves. Et donc, ces 2 dernières années, on parle d'une situation exceptionnelle et beaucoup disent que le niveau a baissé. Vous, Madame Bouadna, à partir de votre expérience, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette histoire de niveau qui a baissé parce que les cours ne sont pas faits en présentiel, parce que les élèves ne sont pas motivés? Qu'est-ce que, de votre expérience à vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On peut dire que c'est par rapport, on a fait des études comparatives de l'année passée par rapport aux résultats scolaires annuels et les résultats du bac. Il n'y avait pas un grand écart entre les deux résultats. On a fait une étude aussi par rapport à l'année passée. Il y avait des élèves, la moyenne annuelle a été fixée à 9 de moyenne pour l'admission. Donc on a fait une étude au premier trimestre. Moi personnellement, j'ai remarqué dans mon établissement, les élèves qui sont admis avec la moyenne 9, on a eu des bons résultats, surtout par rapport aux filières littéraires. Littéraires, c'est des élèves qui ont des 12, des 13 de moyenne générale. Donc, à mon avis, c'est des connaissances empiriques, comme nous disiez. Je ne peux pas généraliser. Oui, on n'a pas encore eu le temps. Exactement. On n'a pas encore eu le temps de faire des études et d'avoir des connaissances plus fines. Mais globalement, vous dites qu'il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence à mon niveau. De votre point de vue. Voilà. Bien, alors... on a lu aussi que les élèves ne s'intéressaient pas beaucoup aux filières mathématiques. Alors ça pose problème, le choix, l'orientation des élèves. Vous êtes conseillère en orientation. Les élèves ne sont pas vraiment intéressés, attirés par la filière mathématique, alors que l'Algérie essaye justement de promouvoir cette discipline. Justement, on a fait des séances pour cette année pour donner, pour expliquer, pour motiver les élèves à choisir cette filière qui a beaucoup qui est très très bénéfique pour les spécialités plus tard, pour les choix des spécialités à l'université. Donc les élèves ont tendance à fuir bouder un peu. À fuir cette spécialité. Parce qu'elle a la réputation d'être compliquée, difficile. Difficile, oui. Même par rapport au choix universitaire. Ils disent qu'on n'a pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de débouchés. Débouchés à l'université. Donc, ils préfèrent choisir, même s'il est excellent en mathématiques, et ils préfèrent choisir... par prudence. Par prudence, la spécialité scientifique qui a beaucoup plus de débouchés. Monsieur Abbas? Alors, bon, ce sont des considérations très globales sur l'éducation, sur l'enseignement, sur les contenus, tout ça. Alors, moi, j'aimerais qu'on focalise beaucoup plus sur les examens, parce que là, la priorité, elle est vraiment sur les examens. Et j'ai peur qu'on va manquer de temps, parce qu'on peut discourir sur l'orientation et tout ça, et ça va nous prendre beaucoup de temps. Et j'ai plein de choses comme sur le plan réglementaire qui, à mon sens, doivent être vraiment signalé, parce que c'est des modifications dans les lois, et que par rapport au phénomène que nous avons constaté, par exemple sur la triche, sur l'utilisation des moyens de technologie, tout ça, il faudrait vraiment que les candidats qu'on profite de l'occasion pour que les candidats... Oui, nous avons encore suffisamment de temps, il me semble, pour aborder cette question. Je voudrais juste terminer sur le volet pédagogique par une dernière question. Est-ce que la moyenne d'admission ou la moyenne de réussite a été modifiée? Il y a eu des informations qui ont été relayées par les réseaux sociaux. Il y a eu un démenti du ministère. Donc la moyenne pour le BEM, c'est 10, ce n'est pas 9. Jusqu'à preuve de contraire, la moyenne c'est 10. Maintenant, il appartient aux instances habilitées à se prononcer sur ce genre de problématique. Je ne peux pas avancer une moyenne en l'état des choses. Ça peut changer. Ça fait, si par exemple la moyenne change, comme ça a été le cas l'année passée, ça a fait l'objet de réunions, de concertations, d'une décision en haut lieu. Donc, officielle. Officielle.
Alors maintenant, nous allons aborder, nous avons suffisamment de temps, Monsieur Abbès, pour aborder la question sur la sécurité de ces examens. Toutes les mesures ont été prises pour que, mais c'est ce qu'on dit à chaque année, pour qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de triche lors de ces examens. Ça a été dès chaque année, vous l'avez quand même constaté l'année passée, il y a eu quand même moins d'incidents par rapport aux autres années précédentes. Et que cette année, je pense qu'on va consolider le dispositif et j'invite particulièrement les candidats et les parents aussi à lire de manière très attentive le contenu les recommandations contenues dans les convocations. C'est là qu'ils peuvent apprendre plein de choses. D'abord sur les horaires d'ouverture, de fermeture par exemple, sur les retards. Les retards ne sont pas admis. Alors l'ouverture du centre se fait à 7h30, il ferme à 8h30, il ouvre à 13h30, il ferme à 14h30. C'est des horaires stricts. Donc les parents doivent intégrer cette donnée, ils doivent par exemple faire une reconnaissance d'itinéraire la veille de l'examen pour éviter de se perdre parce que généralement les candidats ne sont pas examinés dans leur centre habituel. Oui. C'est très important de savoir où il est situé l'établissement et par exemple quelle est la durée par exemple de trajet entre ma maison et le site. Pour dans les conditions les plus pénibles, c'est-à-dire quand la circulation est à son summum. Ouais. Donc les candidats se doivent de se présenter suffisamment à l'avance pour éviter toute mauvaise surprise. Et on a constaté que parce qu'on peut pas se permettre de gérer un établissement d'examen de cette importance au cas par cas. Donc on est appelé à édicter des règles applicables à tout le monde et générales et que c'est à chacun de s'y conformer. J'insiste aussi sur le fait qu'ils ne doivent se munir d'aucun appareil de communication, que ce soit téléphone, smartphone ou autre, appareil Bluetooth, Wi-Fi, c'est strictement leur cahier interdit. Personnel, les documents imprimés par exemple sur les cours, tout ça peut faire l'objet d'une vérification et d'une sanction immédiate si c'est constaté. Donc, alors justement, quelle est la sanction ? Il faut rappeler peut-être les sanctions au manquement à ces directives. Alors la sanction peut aller jusqu'à 3 ans d'exclusion quand il s'agit d'une tentative de triche. Ça peut être pris comme une tentative de triche. Hein. Si par exemple on est pris par exemple des documents qui sont en relation avec le contenu des épreuves, qui ne sont pas l'émanation du centre lui-même, ça peut être pris comme une tentative de triche et ça peut être sanctionné jusqu'à 3 ans d'exclusion des examens officiels. Et donc, sur le coup, attention. Alors plus grave, il est exclu. Et ce qu'il faut aussi dire, j'insiste sur ça, que là, il y a à partir de avril 2020, il y a eu une criminalisation du délit d'atteinte à l'intégrité des examens et des concours par la loi 06-20. Alors, que dit cette loi ? Elle dit que si, par exemple, il y a une tentative de communiquer le contenu de l'épreuve, du sujet, de le diffuser sur les réseaux sociaux, alors ça va relever du pénal. Du pénal carrément, avec des amendes très fortes, avec jusqu'à 3 ans de prison, avec des circonstances aggravantes quand ça impacte à un niveau national. Quand ça impacte l'examen partiellement ou complètement, ça veut dire qu'on est obligé de refaire l'épreuve ou l'examen. Ça peut être des sanctions très très lourdes. Donc les parents, j'attire l'attention plus particulièrement des parents qui doivent sensibiliser leurs enfants sur ça. Ce n'est plus une simple triche comme avant, c'est-à-dire diffuser des documents de l'épreuve, les poster sur les réseaux sociaux devient un délit passible de peine d'emprisonnement et d'amende. Il faudrait que tout le monde intègre ça. Parce qu'il faut expliquer aussi, parce que organiser un examen, ça nécessite des moyens énormes et les élèves, quand ils sont jeunes comme ça, ils n'ont pas conscience de tout ce que ça peut entraîner comme moyen, comme énergie, comme pour organiser un examen. Tout à fait. Des fois, ça peut être pris comme un jeu, de faire une capture d'écran et d'envoyer, alors que c'est quelque chose de très sérieux. D'abord, ça nuit déjà aux candidats au niveau de leur concentration
concentration par rapport à l'examen. Quand on entend par-ci, par-là qu'il y a un sujet diffusé et tout ça, ça empêche complètement la concentration des candidats, alors qu'ils sont évalués sur des contenus qu'ils ont fait en classe et qu'il n'y a pas lieu de paniquer, qu'il faut juste se concentrer, répondre du mieux qu'on peut et tout va se passer parfaitement bien. Les fuites peuvent venir des étudiants, enfin des élèves eux-mêmes, comme ils peuvent aussi quelquefois venir de l'encadrement. Tout à fait. Ça peut venir de tout acteur impliqué dans l'opération et ça peut être encore plus aggravant quand c'est du staff. Oui. Les peines sont plus dures. Oui, dans la loi, c'est prévu. Oui, tout à fait. Il y a des mesures adaptées à chaque cas de fraude. Mais en tout cas, on peut aller de 3 ans de prison, 500 000 dinars d'amende, jusqu'à des peines très graves, avec des circonstances aggravantes. Ouais. Alors, le dispositif pour contrôler tout ça, c'est comment on fait pour contrôler justement les fuites ou la triche? C'est le personnel encadrant de l'éducation nationale. Comme d'habitude, les effectifs ont été renforcés. Et est-ce qu'on a fait appel aussi à de l'aide aussi des services de sécurité, par exemple? Tout à fait. Alors, il y a un contrôle interne, intra à l'examen, avec des observateurs, Comme d'habitude, mais ce qui est nouveau, c'est que dès qu'il y a une diffusion d'un examen, une capture d'écran ou je ne sais pas quoi sur le réseau, les services de sécurité sont immédiatement se mettent... Ils interviennent, ils font des enquêtes et de toute façon, on peut facilement identifier un contrevenant à ce genre de fraude. Alors, mais est-ce que cette année aussi, vous avez sollicité les Algérie Télécom pour qu'il y ait coupure d'internet ou des choses comme ça? Alors bon, vous savez que les examens avec une aussi grosse machinerie administrative, pédagogique, nécessitent l'effort de tous les secteurs. C'est intersectoriel. Et c'est des décisions qui sont prises à un niveau gouvernemental. Les examens officiels concernent tout le gouvernement. Donc effectivement, tous les secteurs sont concernés par le bon déroulement de l'opération. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, c'est une décision qui va être prise au niveau du gouvernement? Tout à fait. Alors, il nous reste encore beaucoup de temps, vous voyez, Monsieur Abbès, avant la fin de cette émission, et on va conclure. Pardon ? Je m'en félicite, effectivement. Nous allons terminer par des conseils, si vous permettez, et je m'adresse à vous, Samia Bouadna. Donc, quels sont les conseils qu'on peut donner aux élèves et aux parents à quelques jours des examens ? Exactement, on est à quelques jours d'examen, donc le grand travail a été fait pendant toute une année. Par le staff éducatif et par les parents aussi. Les deux milieux sont responsables d'une prise en charge psychologique et pédagogique saine et correcte pour l'enfant. Ce qu'on peut dire ces jours-ci, il ne faut pas trop, il faut positiver. Oui, voilà, il faut dire, on va la voir. Exactement, que ce soit par l'élève, que ce soit par les parents. Il faut éviter un petit peu les pressions par rapport aux parents. Il ne faut pas mettre beaucoup de pression à Ils sont devenus enfants. Champions dans la pression, les parents, maintenant. Ce qu'on remarque les derniers temps. Aussi, il faut dédramatiser la situation et ne pas la banaliser, ne pas la négliger. Mais un petit peu la dédramatiser. Lui donner sa juste mesure. Exactement, sa juste mesure. On va lui dire que c'est un examen, comme tous les examens. S'il a préparé pendant toute une année, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir, ce bac-là, ou cet examen-là. Exactement. C'est une épreuve. Donc, il faut faire un petit peu pendant la révision, il faut bien choisir l'endroit pour une bonne révision saine, dans une chambre avec un bureau bien installé, aéré, bien lumineuse, quoi. Il faut faire des pauses pendant la révision, pour ne pas trop se fatiguer. Il faut prendre, par exemple, l'élève, s'il a des difficultés à une matière, il faut la choisir pendant les moments où il se sent bien et en forme. Parce qu'il va se dépenser. Il va dépenser beaucoup d'énergie. Donc là, il peut travailler. Donc ça, il y a la bonne nourriture
Il faut bien dormir et bien manger. Bien dormir, surtout le sommeil, il est très important pour les opérations mentales, comme la mémoire. Pour pouvoir bien retenir ses leçons. Enregistrer ces informations qu'il accumule pendant toute la journée, donc bien l'organiser, bien le fixer dans leur tête, quoi. Alors, pour résumer, il faut d'abord dormir, bien se reposer, travailler, bien manger, oui, merci Lamia. Et travailler dans un endroit lumineux, aéré, confortable, avec un bureau, quand c'est possible. Et quand c'est pas possible, on peut toujours s'arranger. Trouver un moyen de travailler dans des conditions confortables. Axer sur les matières qu'on maîtrise bien. Et les matières qu'on maîtrise moins bien, il faut les traiter quand on est au meilleur de sa forme. Exactement. Et ce n'est qu'un examen, il ne faut pas se mettre trop la pression. Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui. Bien, alors, avec ce résumé que vous appréciez, c'est la fin de cette émission. Je souhaite à tous les élèves qui vont passer ces examens, le BEM le 15 juin et le bac le 20 juin, ne stressez pas, travaillez doucement, ce n'est qu'un examen. Voilà.